Alors moi, je suis franchement, je pense qu'il faut admettre que je suis un peu susceptible. On va pas se cacher Tu de fais ça. du boudin, c'est ça. Non, mais par contre, une critique peut être hyper constructive. Ouais. Donc, Et tu l'acceptes dans ces cas-là ou... ouais, si elle est bienveillante et constructive, de toute façon... Il y a beaucoup de prérequis déjà. Ouais. En général, les gens... Après, si c'est ton proche, c'est un de tes proches qui te fait Mais une justement. critique pas constructive et qui est juste dédié à te détruire, vraiment change d'entourage. C'est de la merde. Notre rapport à l'image est parfois bien compliqué, même lorsqu'il s'agit de notre métier. Après avoir animé une émission sur les jeux vidéo pour jeuxactu.com, où elle réveille une passion dormante pour la caméra, Garance Teno passe par les seconds rôles sur des clips vidéo de Wax Taylor, Gérald de Palmas ou Florent Pagny, puis sur des séries comme Engrenage, Candice Renoir, Profilage ou Alice Nevers, qui la révèlent aux yeux des directeurs de casting. On lui propose ensuite de jouer les premiers rôles dans des enquêtes policières. Parallèlement, elle perce dans le milieu de la voix en prêtant son timbre pour les publicités Amazon notamment, ainsi qu'au doublage. On peut l'entendre sur La Voix du Succès, Elvis, Cowboy Bebop, Eden Zero ou Art Laker à vif, et bien évidemment tout de suite maintenant dans ce nouvel épisode de DVTI. Ah salut Garance, ça va? T'es venu pourquoi? Tu voulais qu'on je sais parle... pas, j'ai vu de la lumière, je me suis dit, tiens, j'ai un peu froid. Il y a un studio, il fait très très chaud ici. Je vais venir me réchauffer 2 secondes. Quand j'étais petit pour la déconne, parce que j'aime ça, l'humour drôle qui est comique, j'appelais des potes et je leur demandais « Allô, ouais, pourquoi tu m'appelles ?» J'étais un franc déconneur à vous. C'était surtout pour un pote qui appelait jamais, et quand je dis jamais, c'est pas une seule fois de sa life. Il était toujours content qu'on se voit, mais c'était toujours à moi de faire le premier pas. Une fois pour voir, je me suis dit, ok, j'arrête de le contacter, et on voit. On habitait à côté, on se voyait tous les jours parce qu'on allait à l'école ensemble. 1 mois, et rien. Tu le crois, ça? T'as des gens comme ça dans ton entourage, toi? Moi. C'est vrai. C'est terrible. T'appelles jamais? Je ne peux que... recevoir, j'ai pas le forfait, j'appelle, quoi. Non, mais c'est pas ça, mais ouais, j'ai un vrai problème avec ça. J'ai un problème avec le téléphone, en fait. J'ai perdu plein d'amis à cause de ça. Je te jure. Elle veut plus me parler. Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai du mal à faire le premier pas téléphonique. Premier pas téléphonique. Non, mais c'est vrai. Et donc, là, je plaide totalement coupable, mais je suis ce pote. Je suis cette pote-là. Ouais. C'est pas un peu bizarre de se dire, non, quoi qu'il advienne, je laisserai l'autre agir. Alors, bon, j'en suis peut-être pas à ce point-là, puis je me soigne. Mais c'est vrai que j'ai cette tendance, ouais, carrément. Tu prends le téléphone des fois en disant « Tiens, je vais appeler... » mais tu sais même pas. Moi, pour prendre mon téléphone, c'est un acte, quoi. C'est vrai que j'y réfléchis avant, je me prépare psychologiquement, je m'isole, je supporte pas qu'il y ait des gens autour de moi qui m'écoutent téléphoner, même si la discussion est complètement lambda, tu vois. Ah non, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Parce qu'il y a un truc psychologique ou... En fait, le téléphone, je me sens enfermée. Je me sens bloquée, j'ai l'impression que, tu sais, je peux pas échapper à la conversation et que si jamais j'ai un truc à faire, j'oserais pas dire à la personne écoute, je suis désolée, tu me déranges. Donc pareil, quand les gens m'appellent, très souvent, je ne décroche pas parce qu'en fait, je me prépare psychologiquement et je rappelle ensuite. Ah ouais, c'est concept. Sauf, et du coup, c'est pour ça que j'adore le doublage parce que ça fonctionne que par SMS. Et alors là, le SMS, c'est ma vie, ça a libéré vachement ma life. Pour le coup, j'envoie beaucoup de messages pour contrebalancer. Pour quelqu'un qui fait de la voix, c'est étrange. Ouais. Ok. Bon, écoute. Allez, bref. Si j'ai bien compris, après les cours Périmoni, t'as commencé par présenter une émission pour jeuxactu.com. Comment tu t'es retrouvée là? Alors non, c'était pas après Périmoni, ça s'est fait dans l'autre sens en fait. T'as fait Périmoni après le jeuximagin.com? Ouais, je me suis retrouvée à animer une émission complètement par hasard parce que je faisais des études en communication à l'époque. Je fais un BTS de communication des entreprises et puis après j'ai fait un master toujours dans la communication, puis j'étais en alternance dans une boîte où je faisais donc de la com pure et dure, donc je vendais des espaces publicitaires. Et en fait, dans cette boîte, ils faisaient plein d'autres choses. Et entre autres, ils avaient un site qui s'appelait jeuxactu.com, qui à l'époque était un site, je crois, vraiment très très suivi. Et ils avaient envie de faire un pilote d'une espèce de web TV. Et puis, comme j'étais stagiaire et que grosso modo je faisais des cafés et que je foutais pas grand-chose, un jour ils m'ont dit attends, tu vois, entre 2 cafés tu t'ennuies un peu, est-ce que tu veux pas venir, on essaye, tu présentes le pilote et puis on voit ce que ça donne. Et donc j'avais jamais été devant une caméra de ma vie.
Donc j'étais hyper intimidée, à la fois un peu intriguée et tout, tu vois, donc ça m'excitait pas mal. Et je l'ai fait, et j'ai trop kiffé. Et puis de là, ils m'ont dit, bah écoute, ça te dit, tu le refais la semaine prochaine ? Bah ouais, carrément. Et puis la semaine d'après, et je suis devenue comme ça animatrice de cette web TV qui ensuite est devenue une émission télé. Et du coup, pour boucler la boucle, après ça, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'excitait dans ma semaine, c'était le moment où j'enregistrais cette émission, plus que ce que je faisais dans la com. C'est ouf. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais en fait, je crois qu'il y a un truc avec la caméra, genre j'aime vraiment ça. Par ailleurs, j'avais autour de moi plein de potes comédiens, etc., qui me faisaient jouer dans leurs courts-métrages et qui me disaient tu devrais peut-être prendre des cours et tout, ouais. Et en fait, je crois que c'est un truc qui a toujours été là, comédienne, et que je voulais pas regarder, mais qui finissait toujours par me rattraper quoi que je fasse, tu vois. Et donc, du coup, après cette émission, j'ai décidé de m'inscrire au cours Périmonie. Du coup, assez tardivement, j'avais 27 ans. Et comment ça se fait que tu as fui le métier de comédien qui te poursuivait ? Alors franchement, c'est une vraie bonne question. Je pense que c'est parce que j'avais pas le cadre de vie parce que j'avais besoin de gagner ma vie vite quand j'étais jeune. C'était un peu compliqué familialement et en fait, j'ai dû être responsable très tôt. Et donc, en fait, j'étais dans un truc où je me posais pas vraiment la question de qu'est-ce qui me fait vibrer, mais plutôt... qu'est-ce que je peux faire pour vite bosser, vite être active, m'assumer financièrement et tout ça. Et donc en fait j'ai réfléchi de manière un petit peu pragmatique. Voilà, j'ai fait ce BTS, je savais pas trop quoi faire, c'était un peu par dépit. Et puis surtout j'avais aucun artiste autour de moi dans ma famille, et donc ça me semblait être un espèce de doux rêve, tu vois, de pouvoir vivre de ce métier. Et j'étais dans un truc de, enfin c'est bien sympa, mais en fait, moi, je cherche un travail et pas un hobby. Donc, on verra plus tard. Et en fait, à chaque fois, et Dieu sait que j'ai fait plein de jobs différents, parce que là, je t'ai passé quelques étapes. Mais après la com, j'ai aussi monté 2 boîtes. Oh. Voilà. Et donc, en fait, tout ça, à chaque fois, pour trouver des excuses pour pas me lancer. Et puis, un jour, je me suis dit, allez, ok, j'avais 27 ans. Je me suis dit, là, si je n'essaye pas maintenant, je vais jamais le faire. Et du coup, pour le coup, ça a été un vrai moteur parce que comme j'étais déjà assez âgée, on s'entend, mais j'avais 27 ans et c'est un peu tard quand on se lance dans une école de comédienne. J'avais un espèce de truc je voulais rattraper le temps perdu. Du coup, j'ai un peu bourriné et au bout d'un an, je commençais à bosser. Voilà. Ah, donc t'as fait truc accéléré. Un peu. Ouais. Formation accélérée, quoi. Ouais. Et d'après ce que j'ai lu, le site s'est fait racheter par Webedia depuis. Ouais, tout à fait. Et j'y suis allé faire un tour pour voir et j'ai vu un peu tout et n'importe quoi et parfois, des articles de jeux vidéo. Un peu comme sur jeuxvideo.com que j'avais en raccourci sur ma page d'accueil pendant une dizaine d'années. Et puis, quand ils se sont fait racheter par Webedia, c'est devenu du placement de produits et un mélange de sujets dans le plus joyeux des bordels. Les premières fois, j'avais lâché quelques commentaires du genre « C'est quoi le rapport avec les jeux vidéo, vos trucs, en fait ?» sur des pages où ils disaient allez voir le nouveau Marvel parce qu'on a des figurines à faire gagner. J'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis j'ai lâché l'affaire et je suis plus jamais retourné. Ouais. C'est quoi ton rapport avec la culture geek, toi ? La culture geek ? Ouais. Voilà, les jeux vidéo, tout ça. Ouais, je vais te décevoir, comme j'ai déçu beaucoup des gens qui regardaient l'émission à l'époque. C'est que du coup, comme tu l'as compris, je suis arrivée là par hasard. J'avais à peine eu une PlayStation quand j'étais ado, tu vois, mais vraiment, j'étais pas du tout experte en la matière. Et puis, à un moment, l'émission, elle était quand même assez suivie et tout, donc je recevais des lettres et tout. À l'époque, il n'y avait pas Insta, donc les gens carrément m'écrivaient et tout pour l'émission. Et comment tu fais pour la 25e émission J'avais aucun lien avec le jeu vidéo. Tu sais, je me suis même retrouvée dans des salons, dans des gros salons de gaming, en tant que présentatrice de Jeux Actu. Et donc, les gens venaient me parler de jeux, de spécificités, de gameplay, de machin. Ça m'échappait complètement. Moi, j'étais déjà dans un rôle. J'apprenais mon texte. Je l'interprétais et tout le monde, j'espère, il y avait des gens qui pensaient que j'avais l'air de m'y connaître, alors qu'en fait, rien du tout, quoi. Donc, non, j'ai pas de culture du tout geek. Et puis, je t'avoue que depuis que je présente plus l'émission, il m'en reste plus grand-chose. Ok. Il y a combien de Mario dans l'histoire de... Dans l'histoire de quoi ? De l'histoire des jeux vidéo ?
Non, alors moi, j'en ai qu'un en tête, c'est celui que j'ai vu au cinéma parce que c'était Benoît Dupac qui faisait Luigi. Ah oui, bah, mais sûr, voilà, pour moi, Mario, c'est ça, quoi. Ok, ça marche. Bon, allez, vas-y, je prends. Ensuite, pas mal de télé. Ouais. Engrenage, profilage, crime parfait, l'art du crime dans les Alpilles, meurtre à Belle-Île, meurtre à Colmar. Partout où tu voyages, il y a des meurtres en fait. Écoute, ouais, c'est mon petit truc à moi, mon petit hobby. Je vais commencer à avoir un lien là-dedans. Le seul truc où il n'y a pas de meurtre, tu l'as pas cité, c'est jugé coupable. Enfin, s'il y a que des meurtres, mais pas dans le titre. Ah oui, voilà. Donc, beaucoup de policiers en fait. J'ai plus la télé depuis 20 ans. Il y a que ça à l'antenne ou c'est un hasard que tu te sois retrouvé que sur ce genre d'histoire? C'est un mélange des deux. Il y a beaucoup de ça à l'antenne. Une grosse majorité. Et je trouve que c'est dommage parce que à un moment, pour les comédiens, mais comme pour les téléspectateurs, c'est dur d'inventer de nouvelles choses, quoi. Il y a tellement de programmes policiers. Donc effectivement, il y en a beaucoup. Et puis il y a aussi le fait que quand on a fait 1, 2... en fait, on t'a un peu catégorisé. Ouais, je vois. Alors au début, quand j'ai commencé, je faisais surtout ce qu'on appelle des guests. Donc c'est des personnages qui ont quelques jours. Donc c'est souvent les victimes qui arrivent, qui pleurent, à qui on annonce la mort de leur conjoint, voilà. Et puis après, quand tu commences à être un peu identifié, on te donne les rôles principaux. Donc là, c'est les flics. Et j'en ai fait 1, 2, 3. Et puis après, on m'en propose beaucoup. Je les fais pas tous. Parce que sinon, je serais flic H24. mais j'en ai fait beaucoup. T'as fait des recherches sur flicage? Ouais, vite fait. J'avoue que, en fait, j'essaye, du coup, pour pas que ce soit redondant, de pas envisager mon personnage sous le prisme de son métier, mais plutôt sur son background, qu'est-ce qui l'anime à côté de l'enquête qu'il mène, etc. Tu vois, peut-être les jeux vidéo. Peut-être, il faudrait que je crée ce personnage tu vois, hyper geek, mais qui est obligé de sortir de chez lui pour aller enquêter. Ce serait ouf. En pyjama Pokémon et... ok, mais du coup, même la façon dont tu tiens ton flingue et tout, t'as pas... Si, ça par contre, on a souvent des armuriers sur les plateaux qui nous apprennent. T'es armurier, t'imagines un mec en armure médiévale? Non, vraiment, renseigne-toi, Mathieu. Ouais. Je ferais. Ouais, renseigne-toi. C'est vrai que je fasse venir un armurier pour de vrai. T'as ça, et puis t'as des régleurs de cascade, et qui eux aussi sont formés pour t'apprendre à tenir les armes et être tu vois, réaliste quoi. Ouais. Il y a souvent d'ailleurs des vrais policiers sur les plateaux qui font étonnamment beaucoup de figures à côté. Ah oui. Pour arrondir les fins de mois, parce que... Ouais, et puis aussi, je pense qu'on va les chercher aussi parce que du coup, ils peuvent amener, tu vois, justement, une certaine expertise sur comment ça se passe, une scène d'arrestation et tout ça. Bien sûr. Pourquoi tant de télé et si peu de ciné? Écoute, on va demander au dieu du cinéma, je sais pas. Non, mais je pense que c'est pas un choix. Non, c'est pas évidemment pas un choix. Enfin, je dis évidemment, mais... Pas un plan de carrière, tu t'es dit je vais faire... Non, c'est pas un plan de carrière. En plus, comme je te disais, vu que j'ai commencé tard, y a quand même un truc de quand t'arrives et que t'es comédien. Du coup, j'ai fini ma formation, j'avais 28 ans. J'ai pas fait la fine bouche, entre guillemets. Je me suis pas dit, alors non, moi je me réserve que pour les films de Jacques Audiard, tu vois. Donc en fait, j'étais curieuse et assoiffée d'expérience. Donc en fait, quand on m'a proposé de travailler, j'y suis allée. On m'a d'abord proposé de la télé, et ça a été tous les premiers tournages que j'ai fait, ça a été des super écoles. En vrai, c'est là que j'ai fini de me former réellement, parce que j'ai donc fait le cours Périmonie et j'ai fait Jack Waltzer à côté, qui est un coach de l'Actor Studio qui enseigne les méthodes américaines. Donc je faisais les deux en même temps, tu vois. Le matin, j'étais chez Perry, le soir, j'étais chez Jack. Marrant. J'étais vraiment dans un truc, un espèce de tunnel de je veux rattraper le temps perdu à tout prix. Mais donc après, t'es là, tu te retrouves sur un plateau. En vrai, c'est là que t'apprends tout, quoi. Enfin, tout ce qui est raccord, la technique, la façon de gérer la lumière, de gérer la caméra, de comprendre... Tu vois, les mots techniques, genre on t'attend au HMC, tu sais, le premier jour, t'oses pas demander c'est quoi le HMC. Et en fait, tout ça, tu l'ingurgites. La réponse dans DVTI, épisode 6. Avec Florence Coste. Absolument. T'as vu comment je fais des liens avec tes... Yes. T'as vu? Bonne cliente. Hein. Pas mal.
Comment t'appréhendes ces tournages, toi, de télé? Tu te dis, youpi, du boulot qu'il est bien, ou allez, c'est pas du Fincher, mais ça paiera le loyer au moins? Non, franchement, j'essaye vraiment de m'offrir ce luxe de pas y aller si ça m'excite pas. Et puis, comme je te disais, en fait, ça ne tient qu'à nous de rendre le projet excitant parce que, voilà, moi, j'ai fait beaucoup de flics. Du coup, ce que je cherche dans le perso, c'est tout ce que je vais pouvoir explorer qui ne tient pas de son métier. Et là, en fait, ça tient qu'à moi d'enrichir le truc, de le rendre sexy. Et puis, ça pas tient... littéralement, hein. C'est pas policier en porte-jartel, ouais. Pourquoi pas. Mais et puis, ça tient aussi vachement au casting, à tes partenaires, tu vois. En fait... un même projet, si tu sais que le réalisateur, c'est quelqu'un qui aime co-créer avec ses acteurs, ou alors si tu sais que tu vas jouer avec tel et tels acteurs que t'apprécies ou que tu peux admirer, en fait tu dis putain c'est super, je vais pouvoir apprendre des choses. Enfin, tu vois, j'ai fait des trucs, j'ai fait un film notamment avec Pierre Arditi, où je me suis retrouvée à jouer avec lui, tu vois. C'était un meurtra, donc c'est un scénario... très classique où tout est très codifié. Mais par contre, tu passes un mois avec Pierre Arditi, t'apprends, tu vois, c'est un puits de... Déjà, c'est un puits de culture, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que le mec, il a une capacité à te transmettre son talent, en fait. Donc ça, c'est génial. Comme un bon capitaine de football. Alors là, je pourrais pas... Ouais, je fais que des parallèles que tu vas kiffer, je pense. Alors, vraiment, jeux vidéo, okay, football, tu peux... Je note. C'est vraiment de rêve, non. Ouais, bon, je dis ça en même temps, moi, le foot, c'est pas trop mon truc non plus. Mais... Bon, heureuse de ta carrière pour le moment? C'est une question. Ouais, il faut mettre des points d'interrogation à la fin des questions. Alors là, si on était à la barre, je te dirais... Alors, on veut sentir plus la question. Je te remercie, le DA. J'en ai une... En fait, parce qu'elle est en 2 parties. Dans quelle direction tu souhaiterais la faire aller? Ok. Alors ouais, je me sens hyper chanceuse parce que, encore une fois, j'y reviens, mais d'avoir commencé si tardivement, d'avoir réussi à travailler, à avoir des opportunités de premier rôle. Parce que ça, c'est vrai que c'est un vrai cap quand tu commences à tourner la première fois qu'on te donne un premier rôle. C'est un vrai game changer parce qu'en fait, pour la première fois, tu as le temps d'explorer, de te sentir à l'aise, de te sentir légitime sur le plateau. Parce que quand tu fais un guest et que tu as 2-3 jours, tout le monde se connaît, toi t'arrives, tu as cette pression de devoir être bon tout de suite. T'as la sensation de ne pas avoir le droit à l'erreur. Et puis, je reviens au podcast épisode numéro 6 que j'ai écouté récemment, c'est pour ça que j'y pense, mais elle a tout à fait raison. Florence disait que en fait, c'est hyper dur quand t'es un guest et que t'as très peu de jours, parce qu'en fait, le temps que tu commences à trouver ta liberté et à t'amuser, c'est la fin du tournage pour toi, tu vois. Alors que quand t'as un rôle principal, là, c'est l'éclate, quoi. T'as le temps de construire. Ouais, t'as le temps de construire, t'as le temps d'avoir même des moments où tu cherches. Et puis surtout, tu crées, ça c'est vraiment le meilleur de ça quand t'es un premier rôle, c'est tu peux créer un lien avec le réalisateur quand ça se présente, parce que c'est pas toujours le cas. Mm-hmm. Mais moi, je crois que c'est ce que j'aime le plus, c'est chercher avec un réalisateur, quoi. Ok, plus qu'avec un partenaire de jeu. Partenaire de jeu, c'est juste qu'il est pas, tu vois, il est pas avec toi sur toutes les séquences. Donc moi, j'adore quand il se passe une connexion avec un partenaire de jeu. Je fais clairement ce boulot pour ça, tu vois. C'est un moment où entre action et coupé, tu sais même pas ce qui s'est passé, quoi. Ça, j'adore. Ouais. Mais bon, tes partenaires, déjà, c'est aléatoire. Et c'est pas toi qui les choisis. Puis des fois, il n'y a pas cette magie du tout. Et tu rames pour essayer de la trouver. Et puis des fois, elle est pas là. Et des fois, étonnamment, parce que ça, je l'ai déjà vécu, sur le plateau, elle est pas là. Et vraiment, c'est palpable, tu vois, ça... Pas d'affinité, il n'y a pas cette danse. Et en off, la grosse déconne? Non, pas du tout. Et juste à l'écran, ça marche. Ça marche. Ah ouais, ok. Et inversement. Des fois, il y a un vrai truc, tu dis, waouh, mais c'est fou ce qu'on a vécu. Genre, toi aussi, ouais, moi aussi et tout. Et tu vois, à l'écran, et t'es hyper déçu. Ah ouais, vraiment. C'est pour ça que d'ailleurs, ce métier, il est un peu... la caméra, c'est cruel pour ça, parce que c'est pas toujours représentatif de ce que tu as vécu, toi. Oui, après, c'est la magie du montage, j'ai envie de dire, souvent, derrière. Ouais. Et puis c'est la vision du réal. C'est pour ça que... Ouais. C'est avec Covillon, on parlait de ça, justement, que
Tu fais ton truc, faut accepter derrière que ça t'appartienne plus et que advienne que pourra, et faut... Ouais. Voilà. Et le montage toujours fait évident. énormément. Enfin, moi, je suis persuadée que n'importe quel bon film, il tient à 80% au montage, quoi. Ah ouais, tu vas jusque-là, toi. Ouais, je trouve que tu peux rendre des comédiens géniaux avec un montage, comme tu peux les rendre vraiment Ridicule, nazes. Enfin, ouais. Quelle est ta philosophie de vie? Quel est ton but? Philosophie de vie. Mhm. Waouh. Ça, c'est profond. Ouais. Vous avez 20 minutes. Franchement, ma fille, moi, je veux m'amuser. Ouais, en fait, je suis Gémeaux, désolée, je parlais un peu horoscope. C'est bien. Mais donc, je suis un signe d'air. Moi, je crois. Gémeaux, c'est l'air? Ouais. C'est l'air. Ça veut dire quoi? Signe d'air. Bah, tu sais, t'as 4 typologies de signes. T'as les signes de feu, les signes de terre. Je suis heureux que la conversation les arrive sur signes d'eau et l'astrologie. les signes d'air. Et Ouais. les gens qui sont des signes d'air, c'est des gens qui aiment que ça bouge, que ça virevolte, que ce soit changeant. Et moi, j'ai vraiment ce truc. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes mes autres carrières avant, ça m'épanouissait pas, parce que vraiment l'idée d'avoir une journée répétitive qui soit toujours la même, derrière un bureau avec les mêmes collègues et tout ça, c'était... Enfin, il y avait un truc, c'était une petite mort tous les jours, quoi. Le truc de comédien, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Vraiment, ça me met en joie de ouf. Donc, ouais, Ça, c'est parce que tu manques pas d'air, donc. Voilà, Ok. je manque pas d'air. Ça Ouais. marche. Mais donc, ouais, je sais plus quelle était la question de base, tu me demandais. Quel est ton but, ta philosophie de vie? Ah ouais, et bah écoute, continuer à m'amuser, en fait, dans ce que je fais. Et puis, par contre, et c'est ça que m'a apporté le doublage et la voix off, parce que je fais aussi de la voix off à côté, c'est le côté qui peut parfois manquer aux artistes, un peu sécurité. Oui. On fait quand même des métiers où c'est très aléatoire. Et moi, le côté manque de sécurité de ce métier, c'est ça qui me l'a fait fuir pendant longtemps, parce que j'avais connu pas mal d'insécurité étant jeune et je voulais surtout pas baigner dans un truc insécuritaire dans ma vie d'adulte. Et en fait, j'ai réussi, je pense, pour l'instant, et pourvu que ça dure, je touche du bois, mais à toucher à une carrière artistique tout en ayant construit un espèce de plancher de sécurité, parce que je le développe sous diverses formes, tu vois, je tourne la voix, le doublage et tout ça, et donc je me sens pas en insécurité, et à la fois, je m'ennuie pas. Voilà. T'as tout gagné, alors? Franchement, ouais. Et ouais, est-ce que t'as un autre moyen d'expression artistique que jouer la comédie? Alors attends, je réfléchis. Franchement, moi j'ai l'impression que c'est à peu près le seul truc que je sais faire. Oh. Franchement, je te jure, moi je suis toujours hyper admirative des gens, je vois, qui dansent, qui chantent, qui peignent, et il y en a plein. Franchement, artiste, c'est souvent un état d'esprit, donc les gens sont pas juste comédiens ou chanteurs, souvent, et c'est juste des gens créatifs et qui savent exprimer leur créativité sous diverses formes. Moi, j'ai l'impression que... Toi, tu snipes, t'as trouvé ton truc. Ouais, alors, j'adore chanter, franchement. D'ailleurs, je pense que c'était mon... Quand j'étais petite, c'était plutôt ça qui me faisait rêver que comédienne, tu vois, je voulais être chanteuse. Mais en vrai, faut être réaliste, j'avais pas le niveau. Donc non, mais par contre, je chante pour moi, quoi. Voilà, c'est tout. Dans ta douche, tranquillement, Tranquillou, quand tu déranges voilà. personne, ok, ça marche. Mais non, j'ai pas trop de... J'aime bien écrire un peu, mais j'en fais rien. Voilà. Écrire des fictions, J'essaye... des réflexions, des réflexions, de des fictions. Enfin, de toute façon, les deux sont liés. Ça part de réflexion. J'essaye de développer des idées de fiction et tout ça, mais pour l'instant, je vais pas au bout. Je me sens pas hyper légitime, je pense. Donc voilà, non, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'autres moyens, mais pourvu que ça vienne. Je t'avoue que j'adorerais faire un podcast. Ça fait longtemps que j'y pense. Je suis très, très adepte des podcasts. J'en écoute énormément. Yeah. Et je trouve que c'est génial parce que c'est Quand quand tu même... dis faire un podcast, présenter un podcast, Ouais, avoir ton podcast avoir à toi. un podcast, Ouais, ouais. ok. Ce serait sur quoi? Sur les rapports frères-sœurs. Ouais. Voilà,
ok. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je trouve qu'on manque de matière sur ces sujets. On manque de littérature, on parle beaucoup des liens à ses parents, à son conjoint, mais on parle jamais des liens entre frères et sœurs et des fratries. Et en fait, j'ai hyper envie de faire un podcast, ça fait longtemps que j'y pense et il faut que je passe à l'action, mais sur les fratries et en quoi ça influence ce qu'on devient. Si t'es l'aîné, si t'es le cadet, si t'as un frère ou une sœur qui est malade ou si t'as été séparé ou si t'as été... tu vois, enfin voilà, c'est des sujets qui m'intéressent. C'est ton côté Gémeaux, ça. Peut-être. Quel est ton rapport avec les réseaux sociaux ? Franchement, un peu boumeuse. Non, j'irai pas jusque-là, mais je pourrais vraiment mieux faire. Je suis en train de... Et ça me fait pas plaisir de le dire, il faut vraiment que je m'y mette, mais j'ai l'impression que je suis en train de me faire un peu dépasser par le truc. TikTok, j'ai pas du tout je l'ai pas. Enfin, genre, j'ai même pas l'appli sur mon téléphone. Ouais. Quand je regarde, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas le principe, l'algorithme et tout ça. Non. Instagram, j'essaye et tout, mais j'avoue, je suis pas bonne. Alors, j'y passe beaucoup de temps, par contre. Je suis bonne cliente pour regarder la vie des autres. Mais j'avoue que moi, je poste pas assez. Et je pense que ça devient de plus en plus important dans notre métier. Ouais, tu penses, non ? Franchement, ouais. Quand je vois... Non, mais c'est évident. Quand je vois, en tout cas, en tournage, aujourd'hui, maintenant, en casting, ça fait vraiment la différence, le nombre de gens qui te suivent, l'influence que t'as, en fait. Ah, à ce niveau-là, tu dis, ok. Ouais. Je pensais vraiment sur le point sur le plan de se vendre soi-même. Mais non, toi, tu vas vraiment... Si t'as plus de followers, t'auras plus de chances d'être casté, d'être choisi sur... c'est un moyen de se vendre soi-même, en fait. Hein. C'est ta vitrine. Et franchement, de toute façon, même en doublage, on le voit, il y a les Star Talent, tu vois. Oui. Moi, j'ai fait des projets en doublage où il y avait des influenceurs qui n'avaient jamais fait de doublage, qui doublaient un personnage. Et ils étaient pas du tout comédiens de base, tu vois. Donc, c'est vraiment la preuve que ça mène à tout et que c'est une vitrine pour se vendre. Donc, je pense que ça va devenir vraiment primordial, ouais. Ça l'est pas encore ? Ça l'est pas déjà ? Je pense qu'il y a encore moyen de composer autrement. Yes. Et d'avoir d'autres chemins, tu vois. Moi, j'essaye sur mon petit sentier qui sent la noisette là derrière, tu sais, de continuer d'avancer, mais à un moment, il va falloir que je m'y mette. Ah, c'est bon les noisettes, écoute, ça fait du Nutella. À quel point suis-tu les critiques sur ton travail ? Non, en fait, franchement... Sur les réseaux, sur Internet, objectivement, je suis pas assez mise en avant pour subir des critiques. Tu commences, tu vois, il y a des gens qui disent que quand t'as tes premiers haters, c'est bon signe, ça veut dire que, tu vois, que t'as passé un cap. Bon, j'ai pas de haters, donc je sais pas ce que ça veut dire sur moi. Que tu crois. Ouais, écoute, en tout cas, non, j'ai pas été trop... je me suis pas sentie attaquée, en tout cas. Après, je suis pas hyper assidue. Quand je fais un film, je regarde pas ce qui s'en dit, je regarde pas trop les critiques. Je suis déjà hyper critique avec moi-même. Je pense que je suis la pire sur les projets que j'ai pu faire en tournage. Donc, j'ai pas envie d'aller voir ce que les autres en disent, quoi. Ok, tu vois, déjà, c'est la réponse à la question. Du coup, ma question d'après, c'était à quel point es-tu affecté par une critique ou un commentaire ? Mais si t'en vois jamais... j'aurais quand même ceux de mes proches. Alors, à quel point es-tu affecté par une critique ou un commentaire ? Alors moi, je suis franchement... je pense qu'il faut admettre que je suis un peu susceptible. On va pas se cacher de ça. Tu fais du boudin, c'est ça. Non, mais par contre, une critique peut être hyper constructive. Ouais. Donc, et tu l'acceptes dans ces cas-là ou... Ouais, si elle est bienveillante et constructive, de toute façon... Il y a beaucoup de prérequis déjà. Ouais. En général, les gens... Après, si c'est ton proche, c'est un de tes proches qui te fait une justement... critique pas constructive et qui est juste dédié à te détruire, vraiment, change d'entourage. C'est de la merde. Change-de-pote.com. Carrément. Ouais, non, mais après, c'est aussi parce que c'est tes potes qui ils prennent pas de gants et qui se disent je peux me permettre d'être honnête avec toi, ça, franchement, j'ai pas kiffé, c'était un peu de la merde, j'ai trouvé. Mais je sais que. Et en même temps, toi, comme c'est tes proches, la pique est plus acerbe, du coup. Ouais. Donc, c'est compliqué, en fait, comme gestion. J'essaye de me souvenir, mais j'ai pas vraiment de souvenir de proches qui m'aient dit des choses Le film était pas mal. Par contre, toi... C'est horrible. Non, mais par contre, c'est vrai que, par exemple, quand je bosse mes castings,
je les travaille souvent avec mes proches. Donc, Alors, tu nous expliques ce que tu fais concrètement quand tu bosses un casting ? Je reçois le texte, je vais le lire moi de mon côté plusieurs fois, je vais imaginer ce que je pourrais construire pour ce personnage, pour le rendre intéressant, et après je trouve quelqu'un pour me donner la réplique, d'une part pour travailler le texte, juste la mémorisation, et d'autre part pour lui montrer mes propositions et voir ce qu'un œil extérieur capte de ce que j'ai voulu créer, tu vois. Et là, pour le coup, parfois, c'est quand même c'est créateur de petites tensions, quoi. Surtout quand tu le fais. Bon, alors en couple, c'est l'enfer, parce que bon, généralement, ça part en vrille très vite. Puis maintenant, c'est la mode des self-tapes, donc tu fais toutes tes tapes, tu fais beaucoup de casting chez toi tout seul, donc il faut que tu trouves une réplique, un fond un peu neutre, tu vois, c'est toute une orga. Ouais. Et là, pour le coup, des fois, c'est quand même des journées, tu sais, où tu dis à un pote, non mais vas-y, viens, il y en a vraiment pour 30 minutes, 6 heures plus tard, t'es en nage, ta pote, elle en peut plus, elle pète les plombs parce que genre, elle arrive plus à te cadrer tellement elle a les bras qui tremblent, tu sais, vraiment. Donc, et puis toi, tu supportes plus aucune direction parce que, tu sais, genre, t'en peux plus. Donc, ça mène à ça aussi, les self-tapes. Ça, c'est l'envers du décor. Ce serait bien de faire des making-of de self-tape. Grave. Self-tape. Déjà, rien qu'à dire self-tape. Un quart d'heure. Bon, vu qu'on est dans le policier, pourrais-tu me faire le portrait robot de ton partenaire de jeu idéal ? Ah là là. C'est difficile, ça. Le premier truc, c'est généreux. Parce que des comédiens qui jouent bien, mais qui jouent pour eux, franchement, il y en a pas mal. Et ça, j'en ai croisé, et c'est assez décontenançant, parce qu'en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu ne vis rien avec la personne. C'est comme si chacun jouait une partition qui n'avait rien à voir. On attend juste que l'autre ait fini. Moi, c'est vraiment... je trouve ça hyper stérile, et puis ça n'amène aucun plaisir. Et puis des fois, tu vois à l'écran, puis tu te dis, c'est fou, ça marche, quoi. Alors, donc montage, moi, du coup, ce du serait... montage encore ? Ouais, ou juste, vraiment, c'est des acteurs qui sont techniques. Il y a des mecs, ou des filles qui sont très, très... qui sont super forts. Je pense que les Américains, ils ont pas mal ça, tu vois. Ils savent se placer pour la caméra. Complètement. Ils savent placer leur visage. J'y pense parce que j'ai justement doublé un film hier avec Jean-Philippe Puy-Martin. Je connais pas du tout ce... Ouais, moi non plus, je connais pas, je crois qu'il débute dans le doublage. Et c'est un film d'action avec un acteur qui s'appelle Taron Egerton. Et je sais plus son nom bien, mais... Taron, je crois. Taron Egerton. Ouais. Et lui, je me suis vraiment dit, tu vois, c'est un expert de ça. Tu vois, tu sens le mec qui sait exactement se placer, faire le petit regard. Et tu sais, genre, en un silence, il fait 2-3 trucs et tu as vu 3 passages d'émotion, tu vois. Ouais. Et en fait, ce genre d'acteur, il peut le faire presque tout seul, parce que je vais pas en dévoiler plus, parce que c'est confidentiel, mais c'est un film où il va beaucoup être tout seul. Et du coup, tu dis, putain, pas simple, parce qu'il joue quand même beaucoup de scènes tout seul. Donc, il n'a pas un partenaire en face de lui. Et il nous fait passer plein de trucs. Et ça, c'est vraiment une technicité de ouf. Donc, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'un partenaire pour être bons. T'as des gens qui sont vraiment des purs techniciens. Et moi, je pense que à la force des tournages, le doublage aussi, ça t'apprend beaucoup de techniques et tout ça. Je suis devenue technicienne, mais mon plaisir, il est aussi dans le moment où tu t'abandonnes, tu sais pas bien ce qui va se passer, puis si l'autre il t'emporte par là, d'y aller avec lui, puis d'essayer de l'emmener aussi à ton endroit. C'est ça. Donc mon partenaire idéal, c'est quelqu'un qui est souple et qui est généreux et qui a trop envie de te surprendre, tu vois. Moi, j'adore, franchement, Pierre Arditi. Il avait vachement ça, où il allait me dire, juste avant qu'on dise action, une petite phrase. Je sais plus, j'ai un exemple là en tête, mais par exemple, j'avais une scène d'émotion et il fallait que je me mette à pleurer comme ça très soudainement au milieu d'un interrogatoire. Et il m'a dit juste une petite phrase avant, où je sais plus, il m'a dit je sais très bien que tu sais exactement sur quoi t'appuyer. Enfin, un truc comme ça, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais comme s'il savait que t'as ce diamant en toi, genre, va juste le chercher, je sais que tu l'as.
Et en fait, cette petite phrase juste avant le action, il m'a donné, tu sais, un diamant de confiance en moi, où, tu sais, j'avais l'impression que lui et moi, on avait d'un coup une complicité, qu'il avait saisi un truc, tu sais, comme un secret, un truc que je porte en moi, que je pouvais utiliser, et j'avais trop envie de lui donner, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, ces acteurs-là, c'est magique. Je l'ai aussi vécu avec Caroline Proust sur Engrenage, pareil, sur une petite scène où, pareil, elle était méga généreuse, quoi. Elle m'avait donné une force juste dans les yeux. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Le partenaire idéal. Et puis après, s'il peut être... Je sais plus quel comédien... Un petit jeune débutant du genre Ian McKellen ou Gary Oldman, un truc comme ça, ouais. Qui avait dit un acteur, c'est surtout un réacteur. Totalement. Ouais. Et c'est décontenançant quand toi, tu as envie de créer un truc chez l'autre et l'autre, non, il en démord pas, il fait son truc. Il est sur son autoroute et il réagit pas, il agit. Je l'ai déjà sorti ça en plateau. Les deux comédiens m'avaient fait une belle prise, mais j'avais l'impression qu'ils étaient chacun sur leur ligne de conduite. Ouais. Et j'avais deux personnages qui étaient bons, mais j'avais pas deux personnages qui se parlaient en fait. En doublage, je pense que c'est courant et c'est justement l'écueil à éviter. Absolument. Ouais. Même question pour le réalisateur ou le DA, Portrait Robot. Sensible. Ouais, la sensibilité et la capacité à créer une intimité. Je trouve que un comédien, je pense qu'il fait ce boulot parce qu'il a envie de sentir qu'il a un lien privilégié avec la personne qui veut raconter l'histoire, et il a envie de se dire putain, on me fait confiance, genre j'ai trop envie de porter cette histoire. Et en fait, cette confiance-là, il la remet dans la personne qui le dirige, tu vois. Et donc, du coup, s'il se sent un peu unique dans les yeux du DA ou du réalisateur, il a la sensation d'un lien d'intimité où tu pourrais tout donner, en fait. Et je pense que là, quand tu t'y prends comme ça en tant que réal, tu peux obtenir vraiment des diamants des comédiens, en fait. Parce que je pense que la plupart des comédiens, c'est des gens, c'est des puits de sensibilité. Et c'est des gens généreux, et qu'en fait, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur mette les mains comme ça et vas-y, donne, tu vois. Et en fait, si tu sais juste, ouvrir les bonnes portes et lui laisser entendre que je te fais totalement confiance, vas-y, viens, on cherche ça, putain, j'ai senti qu'il y avait ça chez toi, viens, on l'explore et machin, tu vois. Tu vas dans ce sens-là, je pense que tu peux tout obtenir. Et en DA, c'est pareil. Les gens qui créent un cadre un peu intime comme ça, t'as l'impression qu'ils te comprennent quand ils te parlent, tout ça, j'adore. Donc la sensibilité, la finesse d'esprit et la création d'intimité. En gardant ses vêtements, évidemment. Bien sûr. Toi qui es sur les écrans, quel rapport entretiens-tu avec ton image ? Alors ça, c'est complexe de fou, je trouve. T'aimes bien être devant la caméra, mais t'aimes pas te voir, tu vas me dire. Ouais, mais alors ça, je pense que c'est la constante de quasiment tous les comédiens. Je connais vraiment quasiment aucun comédien qui est content de se voir à l'écran. Ouais, c'est toujours... C'est un vrai sujet, c'est hyper complexe. Quand t'es une femme, en plus, je pense que ça complexifie encore plus le truc, parce que y a quand même ce truc de... On attend de toi d'être une certaine image, quoi. Tu vois ? Je pense qu'on attend de toi que tu sois soignée, que tu sois... mince, que tu sois... Tu vois, alors ça tend à changer, mais je trouve que c'est quand même hyper encore codifié. Donc ouais, puis tu te vois vieillir, tu passes beaucoup plus de temps. Tu vois, ça c'est un truc que j'adore avec le doublage, c'est que t'es soudainement... Tu viens en jogging, on s'en fout. Non mais c'est même pas ça, mais t'es soudainement délesté de toute cette partie-là, en fait. T'es là juste pour jouer la comédie. Tournage, pardon, comme s'il est n'importe quoi. En tournage, avant de tourner, tu passes 1 heure au HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. En fait, vraiment, tu passes littéralement 1 heure à être maquillée, donc tu te fais face dans un miroir pendant 1 heure. Qui fait ça dans sa vie ? Personne ne se regarde 1 heure tous les matins
Ça n'existe pas en fait. Ouais, c'est une sorte d'exercice d'introspection finalement. Complètement. Sauf que tu le fais sur des années, donc le reflet, si tu veux, c'est pas le même au fil des années. Et il y a vraiment un truc de... On n'a pas un rapport équilibré à notre reflet, en fait, parce qu'on se regarde beaucoup trop. Moi, si je pouvais avoir pas de miroir quand on me maquille, je préférerais même 1000 fois. C'est un vrai moment... Quand tu seras une star internationale, ce sera ça ta lubie. Je veux qu'on me maquille sans miroir. Ouais, voilà. Ouais. Je veux... Ouais, je sais pas comment on pourrait faire ça, parce que les maquilleuses, faut quand même qu'elles te voient. Mais regarde avec leurs yeux, et puis voilà. Ouais, elles te maquillent de face. Ouais, peut-être. Ouais. Non, mais moi, je trouve que c'est un moment... c'est jamais un moment agréable, ouais. Enfin, les gens sont toujours adorables, souvent, Oui, c'est un moment doux et tout le matin, mais... En plus, t'es pas réveillé, donc... Mais grave, tu sors, souvent tu tournes à 6h du mat, donc tu t'es levé à 5h, c'est ton 19e jour, t'es crevé, et tu te fais face pendant 1 heure. Enfin, tu vois, c'est... Non, t'as pas un rapport très sain à ça. Après, j'essaye de plus... Enfin, évidemment, hein, j'avance en âge, donc je me dis, putain, faut pas que je rentre là-dedans, parce que sinon, c'est un puits sans fond de souffrance, quoi. C'est-à-dire que automatiquement, t'es moins jeune qu'hier. Et ce sera toujours le cas. Ou pas, on va peut-être trouver un... Tu vois, moi, je suis hyper confiante sur le fait qu'on trouve demain une manière d'arrêter le vieillissement. Je suis beaucoup... J'investis, si on trouve... Non, mais oui, évidemment. Et en plus, enfin voilà, quand t'es comédienne, enfin, quand t'es une femme dans ce métier, je pense quand même que la manière dont on t'a connue, on t'a un peu figé et on t'a, dans l'esprit des prods, même des spectateurs et tout, c'est la fille, c'est telle qu'on l'a vue la première fois, c'est elle qu'on vient chercher, tu vois. Sauf que toi, entre-temps, t'as vieilli, tu vois, et puis la vie, le corps change, tout ça, donc il faut il faut faire accepter aux autres que ouais, mais moi je suis plus, tu vois, enfin Isabelle Adjani. Je pense que les gens ont tellement pris pour sa beauté qu'aujourd'hui, c'est dur pour elle de s'en détacher et de se dire non, maintenant on va me prendre pour autre chose, quoi. Ouais, après, celles qui le font le mieux, sont celles qui évoluent avec leur image, à la manière d'une Meryl Streep, ou Charlize Theron s'en sort pas mal aussi. Ouais. Kate Winslet, carrément. C'est plus la petite jeune rose de Titanic, hein. Et elle est toujours sur les premiers rôles et elle balance toujours autant. Non, mais il y en a plein, hein. Il y a plein de super exemples. C'est super. Je pense que quand même, malgré tout, on critique souvent les actrices de Hollywood, machin, de se faire refaire un peu tout. Je pense que ça dénote quand même d'une certaine force mentale, de caractère pour s'accepter, évoluer et tel qu'on est. Et parce que, effectivement, Kate Winslet, j'ai vu une photo d'elle de son tout dernier film, là, récemment. Mm-hmm. Elle est pas super glamour. Et je pense que c'est OK avec elle, tu vois. Et puis la vérité, en plus, moi, je trouve que on n'est plus à la mode des physiques, tu vois, de beaux gosses hollywoodiens et tout, encore moins en France, tu vois. Nous, on aime les gens qui ont des gueules, authentiques et tout ça. Donc, je pense que, au contraire, ça va aller qu'en s'améliorant de ce côté-là et que plus tu auras des spécificités physiques et tout ça, et plus ce sera un atout. Mais c'est vrai que... Je pense que ça dépend aussi de l'histoire. Des histoires toutes tarabiscotées à la Jeunet. Forcément qu'il fallait des pinons pour les animer. Comme les frères Cohen, ils ont leur ribambelle de comédiens aux tronches cassées. Et c'est parfait pour ça. Maintenant, c'est sûr, si tu veux un truc plus classique, on parlait des codes, des films et des histoires policiers. Ouais. La télévision, une certaine forme de télévision, parce que maintenant, il y a quand même des trucs tellement géniaux en télé, mais il y a encore des endroits où c'est assez codifié. Il faut des archétypes et Ouais. À quel point étais-tu familière avec la série Art Lecture à vif dans les années de jadis?
Ah bah clairement, là, on était sur un niveau de familiarité qui était assez extrême. Hein. Moi, Drazik, si tu veux, c'était un peu... Ton amoureux aussi ? Mon amoureux imaginaire. Non, mais ouais, c'est vraiment une des séries... moi, j'ai vraiment grandi dans les années 90 et j'étais vraiment la génération télé, quoi. J'ai grandi donc t'as bouffé du avec Hartley. La télé et j'ai vraiment sacrément bouffé du Hartley. Surtout la période Anita Drazik, parce qu'il y a eu plusieurs périodes. Ouais. Moi, c'était vraiment Anita Drazik. Qu'as-tu pensé quand je t'ai appelé pour le reboot ? J'étais hyper excitée. J'étais trop contente. T'as un peu sauté au plafond. Après, je me suis dit, mais je suis pas un peu vieille pour faire une ado ? Je pensais que t'allais me mettre sur une prof ou tu vois. Et en fait, non. Tu rigoles. Donc, je suis trop contente parce que ça me maintient dans une forme de jeunesse, cette série. Mais ouais, non, j'adore. C'est trop cool. Mais ouais, puis tu fais en partie plus, des la kids. bande. Ouais, des lycéens, quoi. Ouais. Et puis, ce que moi, j'adore sur ce projet, en plus, parce que en vrai, je trouve qu'il n'y a pas énormément de liens avec... alors, c'est peut-être australien aussi. Complètement. Mais c'est tout. Enfin, c'est la seule chose qui rassemble les C'est deux surtout... séries. alors, le reboot, c'est une comédie, alors que l'original, c'était plus un drame. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, il y avait des arches aussi légères, mais effectivement, c'était beaucoup plus dramatique, ouais, t'as raison. Ouais, donc, en vrai, il n'y a pas énormément de points communs, si ce n'est le nom et le fait que ce soit australien, mais par contre, moi, ce que j'adore sur ce projet, c'est le côté collégial que t'as complètement créé, quoi. Ça, j'adore. Et il n'y a que toi qui... Enfin, moi, c'est la première fois que je vis ça sur un projet. Sortie de classe ? Ouais. Va falloir qu'on se fasse une sortie de classe, alors, du coup. Sortie de classe, les crêpes, 4 heures en plein doublage. Bien sûr. Voilà, des séances photos. Il n'y a que Mathieu Colna qui fait ça. C'était comment d'être la meuf d'Elvis ? C'était comment d'être la meuf d'Elvis ? J'avais jamais vu le film et je l'ai Ouais. vu hier. Je me suis dit, tiens, il y a Garance qui vient, donc je vais voir le film en son honneur. Donc j'ai vu ça hier, ouais. Ah, c'est marrant. Écoute, la meuf d'Elvis, je sais pas, mais faire le film, c'était super parce que déjà, je connaissais même pas Jean-Marc Pantier. C'était la première fois que je travaillais avec lui. Le DA, donc, de la VF. Voilà, absolument, qui a dirigé Elvis. Et j'adore Elvis, donc j'étais déjà hyper excitée à l'idée de bosser sur ce biopic. Et puis, j'ai un trou, le réalisateur, Baz Luhrmann. Tellement fan de Baz Luhrmann que quand je su que j'allais bosser dessus, j'étais surexcitée. Et je me souviens, la toute première scène que je dois doubler, c'est donc Priscilla Presley qui fait plein de voix. En fait, elle imite ses parents. Donc, elle rentre comme ça t'as un énorme plan séquence d'elle et elle imite sa mère et elle imite son père et machin. Et je me dis, putain, mais je rentre et je fais cette scène genre direct. Je connaissais pas le DA et tout ça. Je me suis mis une pression folle. Et en fait, du coup, je suis rentrée direct dedans. Bah oui. Et j'ai trop kiffé. Ouais. Ça libère tout quand t'as une scène pas forcément complexe, que c'est pas forcément la clé. Ouais. Dans ces cas-là, on peut se la garder pour plus tard, quand t'as trouvé le personnage. Mais effectivement, le côté lâcher de ballon, quoi. C'est ça qui fait que... Et puis en plus, pour le coup, là, c'est vraiment c'est du grand cinéma. Tu vois, les comédiens, tu sens que ils ont taffé. Je veux dire, moi, je me souviens d'une scène en particulier où c'est le moment où elle le quitte. Ah, désolée si j'ai... Spoiler. Spoiler. Bon, en même temps, la vie d'Elvis, on a quand même 2-3 indices sur le fait que c'était pas le mec le plus fidèle du monde. Donc, à un moment, il y a une scène de rupture. Tu vois que les comédiens, c'est pas technique, quoi. Ils sont détruits, quoi. Qui s'effondrent dans les escaliers et qui pleurent. Ouais. Et en la jouant, moi, j'ai été... Remué. Ouais. Mais d'ailleurs, je pleurais vraiment. J'étais complètement retournée en le jouant, quoi. C'était, il y avait vraiment un truc de, c'est une émotion qui était hyper communiquée. Fleur de peau. Ouais. Puis aussi, il y avait cette ambiance aussi, qu'on aime dans les studios. Quand je te parlais d'intimité, mais moi, c'est ça que j'aime par rapport au tournage, c'est le côté hyper intime d'un studio. Où en fait tu peux laisser venir les émotions parce que t'as l'impression que personne te regarde, c'est plus facile. Moi, des fois, ce qui peut me bloquer les émotions en tournage, c'est il y a toute une équipe technique. L'équipe technique de 50 personnes qui est face à toi et tu te dis là, faut que je chiale. Ouais. Et franchement, tu vois, en doublage, souvent, moi, les émotions, elles viennent aussi facilement parce que je sais qu'on me regarde pas.
Encore plus quand t'es dans la cabane. Et alors là, t'es caché. Ouais, alors là, ouais. Il s'en passe des choses dans les cabanes. Oh, hein. T'as joué au théâtre dans 2 pièces mises en scène par le grand Jean-Pierre Leroux. DVTI épisode 10, tout le monde. C'est comment de bosser avec lui? Ah bah c'est super, franchement lui aussi, je peux te dire que ça a contribué à ma formation de comédienne, hein, parce que j'ai commencé à travailler avec lui sur ses mises en scène juste après avoir fini l'école. Et en fait, c'était comme si je continuais à l'école avec lui, quoi, parce qu'en plus, déjà, il répète énormément. Donc, on répétait, franchement, à base de 3 fois par semaine pendant 3-4 mois, tu vois. Ouais, quand même. Et des longues séances de répétition. Et en fait, c'est parce que je crois qu'il aimait tellement ça, il est tellement généreux, il est tellement passionné, que en fait, on avait des cours de théâtre, voilà. C'était super, c'est un super souvenir. Et puis... c'est lui le premier qui m'a parlé de doublage. D'ailleurs, je lui dois de faire du doublage parce qu'en fait, il a invité à la première, il a invité Virginie Méry, bien sûr, qui est venue donc voir le spectacle et qui à la fin m'a proposé de venir en studio. Et donc moi, j'avais même pas envisagé de faire du doublage. Enfin, je crois que j'avais même jamais vraiment réalisé qu'il y avait des comédiens qui faisaient du doublage. Enfin. Donc, j'étais curieuse, j'y suis allée. Elle m'a fait tout de suite travailler sur un petit rôle. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est génial. En fait, c'est tous les avantages du jeu, c'est-à-dire le kiff, le plaisir de jouer la comédie, mais sans la contrainte de devoir apprendre le texte que tu as au théâtre, sans la contrainte de 3 heures d'attente sur un plateau de cinéma. En fait, on garde que le kiff, quoi. Juste on joue. Et alors là, en fait, coup de cœur, direct, je me suis dit, mais j'aime trop ça, je veux absolument en faire. Et là, après, je suis rentrée dans une autre galère, parce que pour vraiment travailler dans le doublage, après, ça prend du temps. C'est-à-dire ? Après cette expérience, j'ai dit à Virginie, oh là là, j'ai trop aimé, comment on fait pour en faire ? Elle fait, t'attends que les DA t'appellent. Je dis, mais qui c'est que je peux appeler ? Elle me fait, ah non, mais ça se passe pas comme ça, tu vois. Ah d'accord et tout. Et puis là, j'ai compris qu'il fallait assister et tout ça. J'ai un peu essayé, mais en fait, je crois que j'étais pas la bonne cliente pour ça parce que j'étais trop réservée. J'osais pas aller, solliciter les DA devant les studios, tout ça. Je savais pas le faire. Les 2-3 fois où j'ai osé le faire, j'avais même pas pris de CV. Donc en fait, ça servait à rien. Les mecs, ils me disaient, oui, viens. Puis je regardais le truc pendant 4 heures. Puis ils me disaient, t'as un CV ? Non. Ah, bon, bonne journée. Tu vois, donc nul. Mais par contre... La com, les réseaux sociaux, t'as des garances, ta com. On y revient. Ta com un peu, ouais. Mais non, après, j'ai fait des ateliers pour rencontrer des DA. Ouais. C'est comme ça qu'en fait, j'ai fait quelques ateliers, chez Titra notamment. Et en fait, après, le bouche à oreille se met en place. Il y a un DA qui t'aime bien, puis un autre, et puis... Voilà, mais donc c'est pas du jour au lendemain, même si franchement je trouve que j'ai eu de la chance parce que j'ai assez vite eu la chance d'avoir vite des rôles, des vrais rôles intéressants et tout. Donc voilà quoi. Pommel. C'était quoi le pire moment de ta carrière ? Pire moment de ma carrière ? De quel point de vue ? Artistiquement ou humainement ? Je sais pas, on va dire les deux. Un moment où tu fais, celui-là, je préfère le laisser sous le tapis. C'est... Sans entrer dans des trucs. Le cerveau humain est bien fait parce que tu vois, t'as complètement... j'en ai pas trouvé. Si, j'ai des souvenirs. J'ai un souvenir de tournage très difficile parce que ça se passait pas du tout bien avec mon partenaire de jeu qui était mon partenaire numéro 1, on était toutes nos séquences ensemble. Donc là, c'est un problème d'osmose qui se fait pas ? Alors là, c'était plus que ça. C'était un problème d'adversité, carrément. Je crois que vraiment, mon partenaire, pour moult raisons, ne m'appréciait pas. Enfin, en tout cas, me faisait payer d'être là. Et du coup, j'étais encore jeune comédienne à l'époque. Lui, c'était plus un nom que moi. Donc, j'osais pas du tout je m'écrasais un peu, quoi. Et en fait, là, pour le coup, ça s'est
Enfin, ça a été une première expérience hyper formatrice parce qu'après, je me suis dit... Enfin, donc à la fin, pour rentrer un peu dans le détail sans trop en dire, mais en gros, j'ai vécu un tournage, c'était clairement du harcèlement. Enfin, il me faisait vivre du harcèlement, il refusait de me regarder dans les yeux quand on tournait. Donc en fait, dans les champs et contre-champs, enfin, quand la caméra était sur lui, il me regardait, moi je lui donnais le regard, puis quand la caméra était sur moi, il me regardait le menton. L'enfer. Et je lui disais, s'il te plaît, genre donne-moi le regard, c'est hyper dur de jouer sans tes yeux et tout ça. Et puis, il voulait pas le faire. Et puis, ou alors, si je changeais un mot du texte, il allait lui-même couper et dire, bah non, bah moi je peux pas jouer dans ces conditions, hein, embaucher une actrice, sinon, tu vois. Vraiment, c'était à base de ça. Et puis, en fait, tous les soirs, je rentrais dans ma chambre d'hôtel et puis je me sentais pas légitime à être triste. Je me disais, mais putain, mais t'es trop fragile. C'est bon, c'est des blagues et tout. Tu vois, je me disais, mais pourquoi tu le vis si mal? Il y a pas de raison. C'est juste de l'humour. C'est une autre génération et tout ça. Et en fait, à un moment, je crois que c'est vraiment quasiment l'avant-dernier jour de tournage, le réal, il vient me voir et il me prend en aparté. Il me fait, mais quand est-ce que tu vas réagir, en fait? Et ce qu'il fait là, c'est du harcèlement. Donc en fait, tu vas appeler la prod, là, tout de suite, là, on va arrêter le tournage, tu vas appeler la prod et tu vas leur expliquer ce qui se passe. Et puis moi, en fait, j'ai tout ce qui s'est passé hors caméra. En fait, vous êtes microté. Moi, j'ai prévenu la prod de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait et tout ça. Et heureusement que je suis là parce que lui, il appelle la prod pour se plaindre de toi tous les jours, tu vois. Truc de ouf. Et en plus, moi, à côté de ça, genre dans ma vie perso, je me séparais, donc je vivais aussi des moments pas simples et tout ça. Donc en fait, c'est un souvenir d'un tournage épique. Mais par contre, hyper alors reconnaissante, peut-être pas, mais... Formateur. Ouais, je suis contente parce que, tu vois, après ça, jamais plus... Parce qu'après, du coup, la prod m'a soutenue, le réal m'a soutenue, et tout le monde m'a dit, mais enfin, t'étais complètement légitime. Et en fait, t'aurais dû nous le dire dès le départ. Alors là, évidemment, c'était le dernier jour de tournage, ça servait plus à rien. Mais en fait, du coup, j'ai compris que même si lui, c'était un nom et que moi, j'étais jeune comédienne à l'époque, en fait, ce que je ressentais, c'était légitime à partir du moment où ça me rendait mal, en fait. Donc, après ça, j'ai toujours osé dire les choses. Et ça s'est plus jamais représenté parce qu'en fait, quand tu fixes tes limites aux gens... Tiens, dans ta gueule, je sais pas qui, mais dans ta gueule. T'as déjà eu des scènes gênantes à jouer? Scènes gênantes? Non. Non, j'ai déjà vécu des scènes absurdes. Tu sais, quand tu joues, je sais pas moi, une scène d'amour avec quelqu'un qui est un pote... C'est vrai, c'est extrêmement bizarre. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ce cas de figure. Ouais, ça m'est arrivé peu de fois, mais ça m'est déjà arrivé où tu te retrouves à poil à simuler une scène d'amour et vraiment la personne est un pote, tu vois, c'est spécial. Ah ouais. C'est plus gênant d'ailleurs, enfin moi je préfère, mais nettement, jouer avec des comédiens que je ne connais pas. Mais bien sûr. Je me sens libre d'être qui je veux, d'inventer... Tu vois, j'ai l'impression, c'est pour ça d'ailleurs que je te disais que quand on fait des tapes ou quand je répète mes castings, souvent on a des tensions avec les gens qui nous dirigent parce que en fait ils nous connaissent, donc ils savent quand on triche et ils vont nous dire ben non, ça, quand t'es triste en vrai t'es pas comme ça, ou tu vois quand t'es vénère t'es pas comme ça. Alors que quelqu'un qui te connaît pas, tu peux le bluffer, tu vois, il peut se dire ah ouais, attends, quand elle est vénère elle est douce en fait, tu vois. Pas du tout. Quand elle est vénère elle est douce, c'est bien ça. Non mais tu vois en fait. C'est toujours plus simple de tourner avec des gens qu'on connaît pas, je trouve. Donc quand c'est un pote, c'est vachement dur, quoi. Bah surtout un truc à poil et tout. Ouais. Angoisse quand même. Hein. Ambiance service militaire un peu. Ouais, c'est spécial. Bah du coup tu prends des précautions. Du coup tu te sens libre de dire bon si je fais ça va, ça te machin. Mais bon. Ouais, enfin l'angoisse quand même. Ouais. Donc DVTI est sur YouTube et Spotify. Qu'est-ce que tu consommes comme contenu sur ces deux plateformes, toi? Ah bah alors moi, comme je te disais, je suis grosse consommatrice de podcasts. Donc, un thème en particulier ou au petit bonheur la joie? Beaucoup. J'adore Transfert. Tu connais ce podcast? Bon, c'est pas une. Enfin, je vais rien faire découvrir aux gens parce que c'est un podcast qui a un succès de ouf. C'est des gens qui racontent des histoires de vie. Donc ça peut être vraiment des anecdotes de vie un peu atypiques.
Mais je sais pas comment c'est réalisé, mais en tout cas, à chaque fois, c'est des gens qui sont hyper à l'aise au micro, alors qu'ils sont pas comédiens, qui racontent le truc, c'est toujours haletant. Enfin voilà, après, j'adore des podcasts qui peuvent parler de politique, de féminisme, de médecine, J'adore les podcasts d'humour, j'écoute le Floodcast, je sais pas si tu connais, c'est hyper drôle. Enfin voilà, je suis énorme consommatrice, donc je pourrais t'en citer trop, ce serait trop long. Podcast, alors pas musique, pas... Si, j'écoute aussi évidemment pas mal de musique, ouais. Tu fais livre audio, toi ? J'en ai fait, ouais, pas mal, mais j'avoue que j'en fais moins parce que ça prend beaucoup de temps. Et j'ai moins de temps qu'avant. Faut partager entre les tournages, les doublages et la voix off et le livre audio. Quand tu t'engages, c'est... Une semaine ? Ouais, grosso modo, si tu fais un bouquin, c'est entre 3-4 jours. Si tu fais des sagas, c'est carrément plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ça devient de plus en plus difficile. Alors j'adore ça, mais ça devient de plus en plus difficile de L'histoire d'emploi du temps, quoi. Ouais. Et tu en écoutes ? Alors pas maintenant, mais par contre, c'est mes tout premiers souvenirs de jeu. C'est marrant parce que j'y ai repensé il y a pas longtemps, qu'en fait mes tout premiers souvenirs d'émotion en tant que spectatrice, c'était en tant qu'auditrice, parce que quand j'étais petite, tu sais, il y avait ce truc chez les marchands de journaux, t'achetais des magazines et puis t'avais une cassette et il y avait des histoires et tout, et je me souviens que vraiment, je crois que je tournais avec 3-4 cassettes que j'écoutais en boucle, et c'était vraiment de la fiction sonore, quoi. C'était des vrais comédiens avec des histoires qui, je pense, il y avait 2-3 comédiens qui faisaient tous les personnages. Oui. Mais c'était, et je me souviens de mes premiers souvenirs je connaissais les dialogues par cœur, je les rejouais avec la cassette et tout, tu vois, même avant la télé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'arriver au son, de faire de la voix, faire du doublage et tout, je trouve que ça a grave un sens, parce que c'est tes premières passions. Ouais, puis je trouve que tu génères parfois encore plus d'émotions juste à la voix. Le pouvoir de la voix, faudrait que j'en parle un jour. En profondeur en tout cas. Si l'IA mangeait tous les rôles des comédiens, que ferais-tu ? Ah putain. Tu parles même en tournage et tout, c'est fini. Tous les rôles des comédiens. Bah ouais, parce qu'à l'image, il y a des vidéos déjà sur YouTube plein qui pullulent, où c'est des vidéos générées par AI, enfin en anglais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tout est factice. Donc oui, dans ce cas-là. Oh là là, mon Dieu, ce monde me donne tellement pas envie. J'ai tellement pas envie de vivre dans ce monde-là. Qu'est-ce que je ferais ? Putain, j'arrive même pas à répondre à cette question. Moi, déjà, je quitterais Paris, je pense. Parce que c'est aussi le métier qui nous retient là. Enfin, j'adore Paris, mais j'avoue que le soleil manque un peu. Bah, peut-être que, après, je sais pas s'il y a des vrais modèles économiques, c'est à toi qu'il faut demander ça du podcast, tu vois, mais j'adorerais faire justement du travail journalistique en version podcast. Je trouve ça génial. Tu vois, la discussion comme on a, de prendre le temps, de rencontrer les gens, de savoir de quoi ils sont faits. Bah, c'est ça. Puis la connexion humaine, c'est chouette de se réserver une espèce de une petite heure et demie que je me réserve pour connaître des gens que je connais pas vraiment, ou tu vois, on a bossé plusieurs fois ensemble, mais là il y a des trucs que j'ai vraiment découvert sur toi, et c'est génial, moi j'adore. Ah ouais, c'est pour ça, enfin, le podcast, je trouve qu'il a ce gros avantage, alors c'est plus trop la mode, mais du temps long, tu vois, vraiment de creuser les choses. Enfin, moi c'est plus trop à la mode, et en même temps, pour toute mouvance, t'as une contre-mouvance. Ouais. Et comme en ce moment, c'est vraiment à donf le TikTok, les vidéos de 6 secondes, 10 secondes, le podcast a de plus en plus de sens, au contraire. Ouais. Bah donc voilà, je pense que je créerais un podcast et je sais pas, je ferais un truc un peu psy, tu vois. Ouais, bah écoute. J'avais un papa psychiatre et j'ai un gros intérêt pour tout ce qui touche à la psychologie. Ouais. Donc voilà. Je pense que j'aurais fait aussi psychologie si j'avais eu des coronesses, ou si
Je m'étais pas fait prendre de passion pour le ciné à la base. Parce que j'ai fait une école de ciné, mais du coup... Ouais, mais tu vois, je pense qu'en fait, il y a quand même il y a des liens parce que le psy, il y a deux trucs, c'est l'écoute. Et en fait, un bon comédien, un bon DA, un bon réal, il est censé avoir une très bonne écoute. Et il y a la création de liens et d'intimité, tu vois, on y revient. Mais en fait, un bon psy, il crée une intimité, tu vois, il crée un cadre, il a aussi un côté un peu fascinant qui va t'amener à te livrer et tout. Et en fait, un DA, un réal, c'est aussi ça, en fait. Pour moi, un bon réal ou un bon DA, c'est quelqu'un qui pourrait être un bon psy, parce qu'il arrive à te faire sortir des trucs sans que ça dise leur nom, tu vois. C'est-à-dire que c'est des émotions qui vont être détournées, qu'on va utiliser au service d'un projet. Mais c'est l'émotion, originellement, c'est la tienne, tu vois. Donc c'est ça que je trouve passionnant dans ce métier. Ouais. Bon, petite conclusion. Alors, le monde sans sucre, c'est comment? Et franchement, d'ailleurs, je vous invite tous à regarder un documentaire sur Netflix dont j'ai fait la voix off, dirigé par la géniale Michel Dorge, qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Tout sur mon ventre. Et je l'ai regardé hier, avec ma voix en plus. Ouais. Je fais jamais ça, mais là, j'avais tellement aimé enregistrer ce doc. Et ça parle justement de ce qu'on met dans notre ventre, à quel point on est influencé par ce qu'on mange. Et donc, tu me dis ça parce que j'ai fait plusieurs mois sans sucre, genre truc que je pensais jamais être capable de faire un jour dans ma vie. Et Dieu sait que c'était dur en enregistrant avec Mathieu, parce qu'il y a des bonbons, des gâteaux et des crêpes dans les studios avec lui. Des bonbons pas de moi. Non, il n'y avait pas des bonbons, mais si, à un moment, il y avait quand même 2-3 trucs qui traînaient. Ouais, bah, parce qu'on travaille avec des enfants, hein, tu sais. Ouais, on est tous majeurs et vaccinés, calme-toi. La cœur à vif. Oui, c'est vrai. C'est le lycée. C'est vrai qu'on ravive... On a les bons becs, on a les... Ouais, c'est vrai. Mais donc, ouais, et bah, franchement, alors j'ai arrêté. Ouais. Voilà. Ok, je suis désolée, ça fait redescendre un peu l'effet. Ah, t'as arrêté d'arrêter le sucre? Ouais, j'ai arrêté d'arrêter. Ah, ok. J'ai tenu 4 mois. Oh, mais merde. par contre, je vois un vrai effet. Je n'ai plus d'appel au sucre. C'est-à-dire, j'ai arrêté d'en consommer au quotidien. Mais par contre, tu vois, genre, si je vais à un anniversaire, je vais manger... j'en avais marre d'être la meuf punie au fond avec ça, tu vois, non. Donc les crêpes de Lila, la prochaine fois, peut-être. T'en mangeras. Peut-être, si j'estime que c'est vraiment un événement qui vaut la peine. Mais donc ouais, et bah du coup franchement, je recommande aux gens de le faire parce que c'est fou comme tu te rends compte que... De faire quoi? D'arrêter ou de faire un jeûne du coup? Parce que t'as fait un long jeûne de sucre. C'est pas un jeûne, je mangeais, hein. Juste je mangeais pas de sucre. Oui, mais t'as repris, donc c'est pas vraiment arrêté. Non, mais j'ai fait une pause. Ouais, j'ai fait une pause de plusieurs mois. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Et j'ai vraiment vu, et d'ailleurs dans le documentaire ils le disent, à quel point tu peux changer ce que tu changes ton microbiote, donc tu changes presque tes goûts. Et en fait, si tu le fais assez longtemps, tu changes vraiment les microbes qui colonisent en fait tes intestins, qui est le deuxième cerveau. Bon, là, on rentre dans un deuxième podcast. Bon appétit. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que je pense que ça modifie réellement qui tu es. Je pousse un peu, pas ta personnalité, tu vois, mais tes habitudes de vie, tes envies, tes goûts. C'est trop intéressant, tu vois, à mon âge, de dire putain, je vais être une nouvelle version alimentaire de moi. À tout âge, c'est intéressant, je pense. Ouais. Eh bien, merci Garance pour ce dialogue vraiment très intéressant. Eh bien, merci Mathieu pour cette interview vraiment très intéressante. Allez, salut l'artiste. Ciao.